sommes aujourd'hui à Montpellier et je vous propose une rencontre avec le philosophe inclassable Jean-Claude Michéa. Jean-Claude Michéa a un parcours tout à fait singulier. Il vient des milieux communistes, c'est d'une certaine manière un anarchiste, un penseur critique du libéralisme et singulièrement du libéralisme culturel qu'il assimile à la gauche. C'est d'ailleurs sur base de son petit livre « La double pensée » qui résume l'ensemble de son œuvre que je vous propose aujourd'hui de rencontrer ce philosophe étonnant. Jean-Claude Michéa, grand merci de nous accueillir chez vous, ici à Montpellier. Vous êtes un philosophe que je suis depuis longtemps et que je vous trouve particulièrement intéressant et un peu à contre-courant, je dirais, de la philosophie officielle. D'où venez-vous? D'où vous vient cette manière un peu alternative, un peu inclassable de penser? Dans un beau petit livre, La double pensée, vous racontez un peu votre parcours existentiel. Comment est-ce que vous êtes venu à l'engagement dans la philosophie? Je suis né dans une famille communiste, parents communistes, grands-parents communistes, et avant 1920, toute la dynastie appartenait à ce qu'on appelait les Rouges, en sorte que je fais partie de ces gens qui sont révolutionnaires, si le mot a un sens, par tradition familiale et non pas par révolte d'Ypienne contre le père ou la mère. Alors ça peut expliquer la sensibilité que j'ai à certaines formes de l'esprit conservateur, tout en restant par ailleurs un radical. Et quand on est né dans une famille communiste, parce que le communisme des années 50 et des années 60, c'est pas simplement le stalinisme des dirigeants, c'est une contre-société populaire absolument extraordinaire. Ma vision de l'homme, elle vient en grande partie des trésors de générosité que j'ai vus autour de moi parmi les ouvriers communistes avec lesquels je vivais. D'une certaine manière, les études de philosophie étaient dans le prolongement naturel de cette éducation. Quand j'ai annoncé à mes parents, à 15 ou 16 ans, que je voulais devenir professeur de philosophie, c'était pas pour eux quelque chose qui les terrorisait en disant « c'est pas une bonne situation ». Ça faisait partie pour des communistes qui avaient le respect extraordinaire des humanités, de la culture et de la philosophie. C'était le prolongement tout à fait naturel de l'engagement politique. Et vous êtes resté professeur de philosophie dans l'enseignement secondaire. Alors, je vous suis n'avez rentré, jamais été... effectivement, je suis devenu professeur en 1972. Et tout de suite, j'ai compris que enseigner la philosophie, ça avait un sens si on l'enseignait à des gens qui n'étaient pas faits pour devenir philosophes. C'est-à-dire qui seraient plus tard boulanger, ouvrier, ingénieur, médecin, plombier, tout ce qu'on veut. Alors que lorsqu'on est universitaire, on enseigne à des gens qui ont déjà choisi de devenir philosophe, et ça ressemble un peu à la boutade de Wittgenstein qui disait « les philosophes écrivent pour les philosophes », c'est un peu comme si les boulangers produisaient du pain pour les boulangers. Je trouvais que c'était beaucoup plus sensé d'enseigner la philosophie à des gens dont l'immense majorité ne deviendrait pas plus tard philosophes, mais pour qui cette formation de la philosophie serait à jamais une boussole toute leur vie. Alors une fois qu'on a cet esprit, et une fois qu'on découvre à quel point enseigner à des jeunes, c'est quelque chose d'à la fois crucial du point de vue social et quelque chose d'enthousiasmant du point de vue psychologique et moral, j'ai passé ma vie comme professeur de lycée et j'ai toujours refusé toutes les promotions. J'ai un jour dépanné un collègue à l'université pendant 3 ou 4 mois. Je me suis aperçu que c'était un monde où les luttes de clans et les luttes pour les places étaient terribles, et mon vieux fond anarchiste, mon vieux refus de parvenir, m'a fait conclure tout de suite que je ne pourrais pas survivre plus de quelques mois dans le milieu universitaire, alors que quand vous êtes dans un lycée, les collègues sont des collègues et ne sont pas des rivaux. La lutte pour le pouvoir dans le lycée est réduite au minimum. Peut-être avoir un meilleur emploi du temps que le collègue, c'est à peu près le seul point sur lequel s'affrontent éventuellement des professeurs du secondaire. Un des éléments
récurrent dans vos différents livres, c'est l'analyse très aiguë que vous portez aujourd'hui sur le libéralisme et sur l'état du capitalisme. Et vous parlez bien de ce double libéralisme, à la fois le libéralisme culturel et qui correspondrait à la gauche d'aujourd'hui et le libéralisme économique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière pédagogique, je dirais, cette double entrée dans le libéralisme moderne ? D'abord, il y a, disons, deux choses. C'est que le concept de gauche et de droite s'est forgé au XIXe siècle, à une époque où la droite et l'extrême droite, c'était les partis de l'Ancien Régime, qui voulaient maintenir le pouvoir de l'Église ou travailler au retour de l'ancienne monarchie, pendant que la gauche était, comme dit Zola, les hommes de raison et de progrès, qui voulaient en finir avec cette société ancienne et installer une société moderne et de progrès, ce qui fait que la gauche a pendant très longtemps coalisé aussi bien des libéraux, des radicaux que des républicains, pendant que le mouvement socialiste était, lui, à l'origine, relativement indépendant de ce clivage. Marx ne s'est jamais réclamé de la gauche, de son union ou d'un front de gauche. Et ce qui s'est passé au cours du XXe siècle, et notamment ces 30 dernières années, c'est la fin de ce compromis historique qui s'était noué à la fin du XIXe siècle entre cette gauche moderniste, progressiste et libérale et, au lendemain de l'affaire Dreyfus, entre le socialisme, en sorte que notre société est devenue peut-être plus à gauche que jamais sur le plan culturel, plus libérale que jamais, alors que nous sommes plus éloignés que jamais de ce qu'est la critique socialiste du XIXe siècle. Alors, pour répondre strictement à la question, je vais essayer d'être le plus court possible. Le libéralisme, au départ, c'est une doctrine politique qui est née essentiellement au XVIIIe siècle, qui est née dans le contexte de toutes les philosophies modernes. Comment mettre fin à ces guerres de religion qui rendaient la coexistence des hommes impossible, puisqu'on disait de la guerre de religion, c'était une formule du XVIe siècle, que le père se dressait contre le fils et le frère contre le frère. Comment faire en sorte qu'on arrive à définir un mode de société où chacun puisse vivre comme il l'entend, sans être persécuté au nom du vrai, du beau, du bien. Et le libéralisme politique, c'est donc cette idée qu'il faudrait définir, en rupture avec toute la tradition politique médiévale et antique, une forme de gouvernement qui ne prescrivent aucun modèle de vie particulier, en sorte que chacun serait libre de vivre comme il l'entend. C'est ça, c'est la défense de la liberté individuelle. Ça va très bien quelque temps, tant qu'en réalité, les gens s'accordent implicitement sur l'idée de ce qu'est vivre ma liberté sans nuire à autrui. Mais à partir du moment où, en droit pour les libéraux, tous les modes de vie sont au fond l'expression d'un choix arbitraire qui ne concerne que moi, l'idée va progressivement s'installer que tout mode de vie est une construction symbolique arbitraire, que tout critère visant à dire que tel mode de vie est meilleur qu'un autre sur quelque plan que ce soit n'a aucun sens, et on va arriver à produire ces fameux problèmes de société qui sont devenus nôtres ordinaires. Lady Gaga a le droit de penser que le mariage gay est une revendication tout à fait légitime et qu'on nuirait à l'homosexuel si on lui refusait ce mariage. Mais le musulman indonésien est libre de penser que l'apologie du mariage gay nuit profondément à sa dignité de musulman puisqu'elle contredit les paroles des livres sacrés. Résultat, quand Lady Gaga va en Indonésie, le problème se pose. Ou je donne raison aux islamistes en disant c'est leur manière de vivre, elle devrait être tolérante et comprendre que le Coran, etc. Ou c'est l'inverse, et je fais appel à la tolérance des musulmans, mais de toutes les manières possibles, le développement du libéralisme culturel va multiplier ces conflits entre les différents modes de vie. Je mène une campagne contre l'obésité et pour une alimentation saine, les associations d'obèses vont protester, et à un moment ça devient ingérable, en sorte que le libéralisme, quand il se développe au-delà d'un certain seuil, finit par produire une société atomisée, où, comme disait Engels, chacun se replie sur son mode de vie particulier, et où les gens n'ont plus de valeurs communes et partagées qui leur permettraient de ne pas se nuire les uns les autres. On retourne à la guerre de tous contre tous, et d'une certaine manière,
la guerre juridique moderne des associations qui portent plainte contre d'autres associations en est l'exemple quotidien. Et alors, si on veut maintenir la paix civile, on va revenir au principe de Voltaire qui dit « il y a malgré tout une valeur commune entre tous les hommes. Quand il s'agit d'argent, dit Voltaire, hein, tous les hommes sont de la même religion. » En sorte qu'une société où le développement du libéralisme culturel à l'infini, c'est-à-dire l'idée que l'État doit être axiologiquement neutre, c'est-à-dire ne doit rien prescrire sur le plan moral, philosophique ou autre, le seul moyen d'accorder des individus que tout sépare et tout oppose sera leur statut de producteur et de consommateur, et c'est le marché qui va réunir des gens que tout divise par ailleurs. À Montpellier, le samedi après-midi, je vois descendre la rue de la Loge une sorte de manifestation permanente où des gens qui n'ont rien de commun, ni l'accent, ni les manières d'être, de vivre, convergent ensemble vers le Polygone, temple de la consommation, parce que c'est cela qui va leur donner une identité commune. Quelle serait l'alternative à l'argent, valeur commune du libéralisme aujourd'hui? L'alternative, c'est donc, il est clair, ça il faut l'accorder aux libéraux, que toute volonté d'installer un pouvoir qui régnerait au nom de Dieu, au nom d'une idéologie officielle, au nom d'une conception obligatoire du bien, produit le totalitarisme. Orwell serait le premier à reconnaître qu'entre le totalitaire et le libéral, il faudra toujours choisir le libéral, d'où sa position pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'est pas parce qu'on rejette le totalitarisme que ça veut dire qu'il est possible de construire une société dans laquelle aucune valeur morale ou esthétique ou philosophique ne serait partagée. Et l'intérêt de la common decency, c'est ce concept dont je trouve les origines dans l'anthropologie de Marcel Mauss, quand il démontre qu'aussi loin qu'on remonte dans l'humanité, le lien social ne se fonde pas sur le donnant-donnant, mais il se fonde sur ces habitudes de donner, recevoir et rendre, qui ont toujours fondé la vie à l'intérieur de la famille, entre voisins, entre collègues de travail, et il y a des valeurs de générosité, de reconnaissance, de convivialité, qui ne peuvent pas être privatisés intégralement. Ce qui est, encore une fois, le défaut du libéralisme, c'est cette volonté de privatiser les valeurs morales et la philosophie comme on privatise l'eau, l'électricité, l'école. C'est cette même logique qui fonctionne et qui est à l'œuvre dans le libéralisme, encore sorte que chacun est libre d'avoir son esthétique et sa morale, mais aucun pouvoir politique ne peut intervenir, par exemple, au nom d'une conception esthétique, c'est-à-dire de dire que cette zone industrielle défigure le paysage. Je suis libre pour un libéral de le penser à titre privé, mais je n'ai pas le droit de faire de mon esthétique particulière la norme d'une action politique possible, en sorte que tous les problèmes se résoudront par le développement de l'économie et de la croissance, supposé remplacer l'ancienne religion, l'absence de la morale et l'absence de la philosophie. Et ces valeurs de décence ordinaire dont vous parlez, on les trouve aujourd'hui dans le peuple. Vous parlez beaucoup de la question du peuple, du populisme. On pourrait les mettre en regard d'ailleurs de la situation politique et des mouvements politiques qui se développent aujourd'hui en France. Vous dites c'est les élites, et vous citez les deux chiens, les bidochons, les groseilles. Est-ce que eux, d'une certaine manière, peuvent, je dirais, sont la matrice de ces valeurs de décence ordinaire si importantes pour fonder une alternative à la domination de l'argent? Alors, sans idéaliser les classes populaires, puisque évidemment, même dans les classes populaires, les comportements égoïstes peuvent exister, mais globalement, soit on a la chance, comme moi, d'habiter dans un quartier populaire, et on verra que les rapports d'entraide existent beaucoup plus que dans une banlieue résidentielle privilégiée de Montpellier ou d'ailleurs,
Mais si on n'a pas cette chance, vous savez que tous les travaux, depuis Godbout au Canada jusqu'aux derniers travaux faits par PIF aux États-Unis, montrent que les comportements altruistes restent massivement répandus dans les quartiers populaires, beaucoup plus que dans les quartiers résidentiels. Et cela peut s'expliquer, c'est là où j'aurais ma sensibilité anarchiste, pour une raison très simple, c'est pas que l'homme des quartiers populaires serait par nature, au sens rousseauiste du terme, un être idéal, c'est un être complexe, capable du meilleur comme du pire, mais il reste dans les quartiers populaires des structures de vie commune, fondées sur l'anthropologie du don, qui, même s'ils sont sérieusement attaqués par la société moderne, rendent encore possible, entre voisins, des rapports d'échange symboliques. En général, quand quelqu'un vient vous demander de lui prêter son échelle, votre premier réflexe n'est pas lui dire « pour 2 heures, ça fera 20 €. Il y a encore cette structure. Tandis que quand vous devenez riche et puissant, ma grande théorie, qui est celle de tout l'anarchisme, c'est que la richesse et le pouvoir nous coupent de nos semblables. À partir du moment où vous accumulez des fortunes qui sont absurdes. Et je tiens à dire que la fortune des grands footballeurs ou des patrons du CAC 40 est finalement moins indécente qu'absurde. Parce que quand un footballeur se met en grève pour passer de 200 000 € par mois à 300 000, moi je dis, mais qu'est-ce que ça change dans la vie quotidienne d'avoir 300 000 € ou 200 000 € par mois, puisqu'on ne peut pas les dépenser de toute façon. En revanche, ça permet d'être dans un monde où je peux dépenser sans compter, où tous mes caprices peuvent être satisfaits, et où donc ni l'autre, ni la réalité ne viennent faire résistance à mes fantasmes qui seront infantiles. C'est pourquoi, dès qu'on monte dans la société, l'oxygène moral se raréfie, et il est beaucoup plus difficile à un homme riche et à un homme puissant de conserver ce bon sens et cette common decency qui sont encouragés non pas par la nature des simples travailleurs, mais par leurs conditions d'existence. Quand vous vivez avec 1 200 € par mois, la réalité est là pour vous mettre du plomb dans la tête. Vous ne pouvez pas vivre comme un narcisse qui vit comme un éternel adolescent selon ses grands caprices. Et c'est pourquoi, dans un quartier populaire, même si vous rencontrez des gens qui sont déjà animés par la volonté de parvenir ou autre, il ne s'agit pas encore une fois de les idéaliser, dans l'ensemble, on rencontre beaucoup plus de bon sens et de décence commune que dans une réunion des patrons du CAC 40. C'est Claudio Magris qui disait en Italie « c'est une chose simple à reconnaître, mais on entend beaucoup moins d'âneries dans un autobus qu'à la télévision ». Je ne dis pas ça pour vous, mais c'est dans le milieu des élites. Tout à fait. Et ça explique aussi pour vous cette réaction, je dirais, politique, plus radicale aujourd'hui par rapport à ces valeurs qui sont au fond les valeurs de l'establishment à Paris. C'est-à-dire que plus la logique libérale se développe, et plus, comme le disait il n'y a pas très longtemps un des dirigeants européens, qu'il va falloir choisir entre le marché ou le peuple, il est clair que le développement du libéralisme rend de moins en moins acceptable pour les élites l'intervention du peuple. On l'a bien vu lors du référendum de 2005, qui aurait choqué même les politiciens les plus conservateurs d'il y a 40 ou 50 ans, où l'on passe allègrement sur le vote de la majorité. Et c'était le sens d'ailleurs des travaux au début des années 70 de la trilatérale, quand elle disait que nous en sommes arrivés à un stade de l'économie de marché où ce qu'il faudrait pour qu'elle fonctionne, c'est l'apathie des individus qui devraient alors se transformer en consommateurs, c'est-à-dire qu'ils devraient être au fond souverains en tant que consommateurs, souveraineté qui est d'ailleurs largement un mythe à l'ère de la publicité, et pour le reste, laisser les experts décider, car la politique et l'économie sont des sciences trop compliquées pour le peuple, sachant que la politique n'est pas une science et l'économie a un statut actuel comparable à l'astrologie de la Renaissance.
Vous écrivez dans La double pensée, en parlant de la gauche et de l'extrême gauche, ces dernières sont devenues globalement incapables de comprendre que le système capitaliste mondial s'effondrerait en quelques semaines si les individus cessaient brutalement d'intérioriser en masse et à chaque instant un imaginaire de la croissance illimitée et une culture de la consommation vécue comme le fondement privilégié de l'image de soi. C'est une critique, je dirais, anthropologique profonde du mythe de la croissance, le refus du « c'était mieux avant », ce qui est le thème de votre complexe d'Orphée. Vous cernez le point central de tous les problèmes de la gauche moderne. Dans sa première phase, le capitalisme n'est pas encore une société de consommation, ce qui fait que l'on doit payer l'ouvrier de l'époque de Marx de la manière minimale, parce qu'on ne voit pas en lui un consommateur. Tout changera au XXe siècle. Vous connaissez la formule de Ford « Je paye bien mes ouvriers pour qu'ils puissent acheter la voiture qu'ils ont produite ». Formule d'ailleurs qui est ambiguë, parce que si on les payait exactement pour le travail qu'ils ont produit, le patron ne ferait aucun bénéfice. Et le seul moyen de résoudre cette contradiction, c'est le crédit, ce qui fait que l'endettement va devenir le moteur du capitalisme. Mais ce que la gauche ne comprend pas, c'est qu'à partir du moment où on rentre, en gros, à partir des années 20, dans une société de la consommation et de la croissance perpétuelle, le capitalisme n'est plus simplement un système économique, il devient un fait social total et il ne pourrait pas fonctionner si les gens n'intériorisent pas une culture de la consommation et si en face, il n'y a pas un mode de croissance correspondant. D'où, effectivement, l'ambiguïté de la croissance. Tout le monde parle de la croissance comme si c'était un phénomène naturel, alors qu'elle est l'autre nom de l'accumulation du capital, ce qui veut dire qu'on ne produit pas des biens et des services parce qu'ils répondent à des besoins humains, mais parce qu'ils permettent de dégager du profit et de donner lieu à des transactions monétaires. Si un village vit en autosubsistance à partir de ses potagers, à partir du moment où il n'y a pas d'échange marchand, on dira que son taux de croissance est égal à 0. Inversement, prenons l'un des moteurs de la croissance, l'obsolescence programmée. Ça commence à partir de 1925 avec le cartel des fabricants d'ampoules électriques. Si l'on veut que les gens consomment, il faut que les objets qu'ils achètent tombent en panne régulièrement. Je suppose que vos téléspectateurs connaissent le problème. Ils ont acheté un frigo qui doit tomber en panne au bout de 7 ans, l'ordinateur devra être changé au bout de, etc. Il est clair que l'obsolescence programmée est un des moteurs de la croissance. Personne ne dira pour autant que cette obsolescence programmée aide par conséquent au pouvoir d'achat des gens qui doivent tous les 3 ans ou tous les 5 ans racheter tel appareil supposé indispensable. On voit bien, rien qu'à partir de l'exemple de l'obsolescence programmée, que la notion de croissance est tout sauf neutre. Inversement, malgré tous les défauts du stalinisme, l'Allemagne de l'Est était capable de produire des appareils électroménagers qui duraient toute une vie, et l'une des premières choses que les compagnies occidentales ont faites après la chute du mur de Berlin, c'est de privatiser les entreprises allemandes qui produisaient de l'électroménager durant toute une vie, et de détruire les brevets pour faire fabriquer dans ces usines des objets qui tomberaient en panne, parce que c'est bon pour la croissance. Mais une société qui, à l'époque où une ampoule électrique peut durer 100 000 heures, toute une vie, vous connaissez l'histoire de cette ampoule d'une caserne de Californie, mise en place à la fin du 19e siècle et qui est toujours efficace, et à l'époque où on peut faire ça, que la logique de la croissance et du système oblige les ingénieurs à faire du sabotage pour qu'elle dure uniquement 1000 heures. Rappelez-vous que dans l'anarcho-syndicalisme, Émile Pouget vantait le sabotage, mais avec l'obsolescence programmée, les capitalistes ont réussi à détourner cette idée, puisque une partie du rôle des ingénieurs et des scientifiques n'est pas de produire des choses qui soulagent la peine des hommes et rendent leur vie plus heureuse ou plus facile, c'est, sachant que tel objet pourrait durer toute une vie, mettons notre intelligence à l'œuvre pour arriver à le faire durer 2 ans ou 3 ans. Si le sort de nos sociétés dépend d'une croissance fondée sur de tels principes, et je pourrais en prendre d'autres, il est évident qu'une catastrophe naturelle, les limites de la biosphère, un pétrolier qui échoue sur les côtes de Bretagne, c'est bon pour la croissance, comme on disait autrefois, ça fait marcher le commerce. Et lorsqu'il y a cette disjonction entre le mouvement de l'économie, le bon sens et la common sense, et en plus, dans un cadre où les besoins humains fondamentaux
de la majorité des hommes qui composent l'humanité ne sont pas satisfaits, on est dans un monde absurde. Et cette critique que font les décroissants ou les déglobalisateurs qui commencent à apparaître, elle n'est jamais reprise en compte par les experts officiels de l'économie qui défilent en boucle sur les scènes de la télévision. Merci beaucoup, Jean-Claude Michéa, pour cet entretien.